Je vais vous raconter une affaire exceptionnelle, douloureuse, mais absolument unique. Un assassinat commis en 2020 en plein confinement à Draguignan dans le Var. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade, mais faites-moi confiance. Cette affaire, je la débrieferai avec Maître Latapi, avocat de l'un des protagonistes de ce crime. Récit écrit avec Thomas Audouard, réalisation de Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Avant de commencer, une précision. J'ai choisi dans cette histoire de ne pas vous donner le nom du mort, juste son prénom, Sylvain, et son âge, 48 ans. Ça peut vous paraître étrange, hein, mais vous comprendrez à la fin. Alors, ça se passe à Draguignan le 24 avril 2020. Vous situez la période ? On est en plein confinement. Le premier, le plus dur, quand on est tous enfermés chez nous. Là, on est en avril, les choses ont commencé à se détendre un peu. Je vous emmène dans le quartier de la Tessonnière. Quartier chic, devant une grande villa avec piscine, cernée par un mur d'enceinte. C'est là qu'habite celui qui va mourir dans un instant, Sylvain. Il vit là avec sa compagne, Séverine, avec Ken, son fils de 15 ans, qui n'est pas son fils à elle, et avec son meilleur copain, Malcolm, qui a eu le pauvre un accident de moto, qui est lourdement handicapé, qui vit en fauteuil roulant, et que Sylvain héberge dans un petit pavillon au fond de son jardin. Donc, Sylvain, Séverine, Ken le fiston, et Malcolm le meilleur ami. Et maintenant, poussons ensemble le grand portail en fer forgé de cette jolie maison. Il est midi. Chérie, j'y vais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi, je vais aller faire un peu d'exercice dans le garage. D'accord. Bisous, mon amour. Et Séverine s'en va. Elle a rendez-vous avec un artisan dans un logement dont elle est propriétaire à quelques kilomètres de là. Et Sylvain part donc faire de l'exercice dans son garage qu'il a aménagé en salle de sport. Je vous rappelle qu'on est en plein confinement. Un peu de vélo d'appartement lui fera le plus grand bien. Si vous avez bien suivi, dans cette maison cerclée de murs qui va être le théâtre du crime, après le départ de Séverine, ils sont censés n'être plus que 3. Sylvain qui va mourir dans quelques secondes, son copain handicapé Malcolm et son fils de 15 ans, Ken. Mais en vérité, ils sont 4. Ken a fait venir un copain, Melvin. Ils sont tous les deux dans le jardin. Je vous rappelle le confinement, le collège est fermé. Pour les ados, c'est un enfer. Et donc dans cette maison, ils sont 4. Et voici venu le moment du crime. Sur le moment, au fond de la dépendance où il habite, le copain Malcolm pense que c'est un pneu qui a éclaté. Mais pour le fiston, Ken, c'est clairement un coup de feu. Alors il appelle la police. Alors, voilà, je suis chez moi dans ma chambre et je viens d'entendre un coup de feu dans la maison de mon père. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Les policiers débarquent quelques minutes plus tard. Ils passent le portail, ils entrent dans le jardin et tout de suite ils entendent du bruit, comme des râles du côté du garage. Ils pénètrent à l'intérieur et ils découvrent Sylvain avachi sur son vélo d'appartement et tout autour du sang et des morceaux de cervelle. Monsieur, il n'est pas mort, il respire encore. Les pompiers arrivent, ils le placent précautionneusement sur un brancard, direction l'hôpital de Draguignan. Pronostic vital engagé, comme on dit.
A priori, il a reçu une balle dans la tête. Sylvain meurt dans l'ambulance avant d'arriver aux urgences. C'est Ken, le fiston, qui prévient sa belle-mère Séverine. Et donc elle rapplique illico, et elle tombe dans ses bras. Il est dévasté, et elle aussi. Et ils ne savent pas encore que Sylvain est mort dans l'ambulance. Assez vite, on établit que Sylvain a été tué d'une balle de 22 longs rifles en pleine tête. Mais l'arme est introuvable. D'après Séverine, c'est sans doute son arme. Mais il faisait du tir sportif, Sylvain. Et il avait un revolver, un 22 long rifle. Et vous savez où le cacher, madame? Oui. Venez avec moi. Et ils y vont. Et l'arme n'est plus en place. Donc, Sylvain a probablement été tué avec son propre revolver, qui depuis a disparu. Les policiers font le tour de la baraque, ils ne le trouvent pas. Et immédiatement, une réalité leur tourne dans la tête. Il fallait savoir où il était, ce revolver, pour s'en servir. Et maintenant, la question. The question. Qui a tué Sylvain d'une balle dans la tête? On va partir sur 3 hypothèses. La première, quelqu'un a réussi à s'introduire dans la villa, peut-être un cambrioleur. La deuxième, Séverine, la compagne, a fait croire qu'elle avait un rendez-vous, mais en vérité, elle est revenue à la maison pour tuer son compagnon. Troisième hypothèse, l'assassin est l'un de ceux qui étaient là. Ken, le fils, Melvin, son pote, ou Malcolm, le meilleur ami de Sylvain handicapé qui vit chez lui. Les policiers balayent assez vite la première hypothèse. Hé, comment veux-tu que quelqu'un s'introduise de l'extérieur? Regarde à la hauteur du mur tout autour. Hein. Il est trop haut, le mur. C'est pas possible de l'escalader. Et d'ailleurs, il n'y a aucune trace d'escalade sur le mur et pas non plus de trace d'effraction sur le portail. Donc, nous voilà sur la piste d'un crime commis par quelqu'un qui était à l'intérieur de la maison. Conséquence logique, tout le monde se retrouve en garde à vue. Ken, le fiston, Malcolm, l'ami handicapé, et Séverine, la compagne. Les policiers ignorent pour l'instant la présence au moment du meurtre du copain du jeune Ken, Melvin, qui depuis a filé. Première sur le gris, Séverine, la chérie de Sylvain, qui passe en quelque temps du statut de veuve éplorée à celui de suspecte. Ce qui est une épreuve. D'autant que c'est là, au commissariat de Draguignan, qu'elle apprend que Sylvain est mort. Quel était l'état de votre relation avec votre compagnon, madame? Excellent. Il n'y avait aucun problème. Il n'y a même jamais eu aucun problème entre nous. Je me rends bien compte que vous me soupçonnez, mais je vous le jure, j'y suis pour rien. Où étiez-vous au moment des faits, madame? J'étais sur un chantier. J'avais rendez-vous avec un peintre. Vous pouvez vérifier. Les policiers le font, naturellement. Le peintre confirme. Et surtout, le balisage du téléphone portable de Séverine démontre qu'elle était loin de la villa quand ça s'est passé. Donc, Séverine, la compagne, sort de la liste des suspects. Passons à Malcolm, le meilleur ami handicapé. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé les secours, monsieur, après le coup de feu? C'est son fils Ken qui nous a appelés, pas vous. Pourquoi? Eh bien parce que pour moi, c'était pas des coups de feu, enfin pour moi c'était un pneu. Un pneu qui avait éclaté dans la rue. De là où j'étais, dans le petit pavillon que j'occupe au fond du jardin. J'avoue que j'ai pas pris conscience que c'était un coup de feu. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sorti alors pour aller voir ce qui s'était passé? Mais parce que je suis handicapé, monsieur. En fauteuil roulant. C'est pas simple pour moi.
Mais j'ai regardé par la fenêtre. Et j'ai vu Ken, il était dans le jardin. Pas loin du garage. Je me suis dit, s'il s'est passé quelque chose, il va s'en occuper, quoi. Notez bien ça. D'après Malcolm, Ken était dans le jardin au moment du coup de feu qu'il a pris pour un pneu qui éclate. Notez-le parce que ça n'est pas exactement ce qu'a dit Ken quand il a appelé la police. Souvenez-vous, les policiers ont l'enregistrement, bien sûr. Alors, voilà, je suis chez moi dans ma chambre et je viens d'entendre un coup de feu dans la maison de mon père. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Il dit qu'il était dans sa chambre. Il ne dit pas qu'il était dans le jardin. Or, Malcolm l'a vu dans le jardin. Donc l'un des deux ment. Lequel? Malcolm? Il est handicapé, Malcolm. Depuis son accident de moto, il se déplace en fauteuil. On le voit mal aller jusqu'au garage en fauteuil avec un revolver à la main pour dézinguer son meilleur ami. On ne peut pas totalement écarter l'hypothèse, mais disons qu'à ce stade, Malcolm n'est pas le suspect préféré des policiers. Et donc des suspects, il n'en reste qu'un. Ken, son fils de 15 ans. C'est toujours difficile à imaginer qu'un fils tue son père. Mais comment dire, ça arrive. Je vous ai raconté suffisamment d'histoires du même tonneau. La piste est d'autant plus sérieuse que Séverine, sa belle-mère, a entrouvert la porte en garde à vue. Elle a raconté que Ken était un enfant à problème, qu'il était en conflit permanent avec son père, dont il contestait l'autorité. Hein? Ça nous fait un mobile, ça. Voyons ce qu'il en dit, lui, Ken, face aux policiers qui l'interrogent. C'est n'importe quoi. Elle raconte n'importe quoi, Séverine. Il n'y avait aucun problème avec mon père. On avait de super rapports. Putain, de quoi se mêle la belle-mère, là? Peut-être, mais pas sûr. Alors les policiers décident de pratiquer sur Ken ce qu'on appelle un tamponnage. Ça consiste à faire des prélèvements sur ses mains, sur ses poignets et sur ses avant-bras pour voir si par hasard il n'y aurait pas de poudre dessus. C'est une méthode infaillible. Si vous avez tiré au pistolet ou au revolver, il y aura forcément de la poudre sur vos mains. Sauf si vous avez eu le temps de vous récurer de fond en comble, ce qui n'est pas le cas de Ken, puisqu'il a appelé la police juste après le coup de feu, et que les policiers sont arrivés quelques minutes plus tard. Donc, tamponnage, labo et la surprise. Nous n'avons trouvé aucune trace de poudre sur les prélèvements que vous nous avez fait parvenir. Ça alors, on aurait bien jugé, vous et moi, que c'était le gamin, l'assassin. Eh ben non, c'est pas lui, ça ne peut pas être lui. Et c'est là que les policiers se mettent à fouiller dans ses affaires. Tout ce qu'il avait sur lui au début de la garde à vue, son blouson, sa montre, sa ceinture, ses lacets, et bien sûr le contenu de ses poches. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Et il tombe sur un petit bout de papier. Dessus, il est écrit « Si vous les tuez, ES, bonjour l'orthographe, j'aurai la maison et tout le reste. » Nom de Dieu, mais c'est presque des aveux, ça. Il aurait demandé à quelqu'un de tuer son père. On savait que c'était pas lui le meurtrier, puisqu'il n'y a pas de poudre sur ses mains. En revanche, il pourrait être le commanditaire du crime. 15 ans. Je vous le rappelle, 15 ans. Alors avez-vous une petite idée de qui pourrait être l'exécutant? Les policiers en ont une. La belle-mère nous a bien dit qu'il était avec un copain à lui, quand elle est partie de la maison. Elle nous a dit qu'elle ne le connaissait pas, mais elle nous a bien parlé de quelqu'un. Et il est passé où, ce gosse? Bonne question. Voyons ce qu'il dit de tout ça, le jeune Ken. Ta belle-mère, un jeune homme, nous a parlé d'un copain qui était avec toi cet après-midi chez ton père. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? C'est vrai. Il s'appelle Melvin. C'est un bon copain. Il est plus vieux que moi, il a 17 ans. D'accord. Et maintenant, Ken, regarde ce petit bout de papier qu'on a trouvé dans tes affaires.
si vous les tuez, j'aurai la maison et tout le reste. C'est lui le destinataire de ce petit mot? C'est Melvin? Oui. Mais je vais vous expliquer. Et là, il se met à raconter que Melvin le faisait chanter. Que c'est lui, Melvin, qui lui a proposé de tuer son père en échange d'une part de l'héritage. L'héritage, je vous le dis au passage, qui pèse lourd. La villa vaut dans les 460 000 euros, mais Sylvain avait aussi plusieurs appartements qu'il louait, au point qu'il était rentier. Il ne vivait que des loyers. Joli pactole, donc. Mais si vous êtes attentif, il y a un truc qui coince. Il y a quelque chose que je comprends pas, Ken. Tu dis que c'est une idée de ton copain Melvin. Mais quand on lit le petit mot que tu as écrit, si vous les tuez, j'aurai la maison et tout le reste. On comprend que c'est toi qui as eu l'idée du meurtre. Ah, mais je vais vous expliquer. En fait, c'est Melvin, il m'a obligé à écrire ce petit mot pour qu'on m'accuse au cas où il se ferait attraper. Et tu as accepté ça, sans problème. Comment ça? Tu as accepté sans problème de passer pour le coupable, alors que c'était pas toi. Mais je l'ai fait parce qu'il me faisait peur. J'ai fait comme il m'a dit. D'accord. On le croit moyen, hein, le jeune Ken. Et on le croit encore moins quand son copain Melvin est arrêté et placé en garde à vue. Le gamin a 17 ans, il est d'une timidité maladive. Il a l'air fragile, très fragile. On a beaucoup de mal à imaginer qu'il faisait peur à Ken au point de lui faire endosser un crime qu'il n'avait ni envisagé ni commis. On a beaucoup de mal à envisager qu'il ait tué Sylvain. Et pourtant, je reconnais, c'est moi qui ai tué le père de Ken. Sacrés aveux de Melvin. Sauf que dans la foulée, il ne confirme pas du tout le scénario décrit par Ken. C'est Ken qui voulait tuer son père pour récupérer son argent. Et il m'a proposé la moitié du prix de la maison si j'acceptais de le faire à sa place. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ce matin, il m'a envoyé un SMS pour me dire « C'est aujourd'hui qu'on fait le coup. Vous pouvez vérifier. » Il existe bien ce SMS envoyé par Ken à Melvin. Et vous savez comment il se termine? C'est aujourd'hui qu'on fait le coup MDR. Mort de rire. Faut l'écrire ça. Le jour où on demande à un copain de tuer son père. Mort de rire. Alors, d'après Melvin, voilà comment ça s'est passé. Vers 11h, les deux ados se sont retrouvés sur un parking pas loin de la villa. Et c'est là que Ken lui a donné le revolver de son père. Il m'a dit, faut pas que tu le rates parce que il y a qu'une seule balle dans le chargeur. Et là, il m'a dit, au cas où tu le rates, je vais te donner quelque chose. Et il m'a donné un cutter. Il m'a dit, au cas où, tu tueras mon père avec. Melvin raconte que quand Séverine a quitté la villa, Ken lui a donné le top départ. Alors il est entré dans le garage. Il a commencé à parler avec le père. Et puis il s'est mis derrière lui. Et après, il dit qu'ils ont quitté la villa tous les deux pour aller jeter l'arme dans un puits, avant que Ken ne revienne tout seul chez lui et n'appelle la police. Je vous le dis tout de suite, sur ce point, Melvin ne ment pas. On retrouve bien le revolver au fond du puits. Réinterrogé dans la foulée, Ken finit par craquer. Oui, c'est bien lui qui a commandité le meurtre de son père auprès de Melvin.
Et pour quelle raison est-ce que tu voulais qu'il tue ton père? Melvin nous dit que c'est pour toucher l'héritage, et que tu lui avais promis de lui donner une partie de l'héritage. Ouais, c'est faux. Je lui ai demandé de tuer mon père parce que mon père, il me battait. Il me battait tout le temps. À coups de poing, à coups de pied. Il m'humiliait sans cesse, il me rabaissait. C'était tout le temps. C'était tous les jours. Pour vous dire, 2 fois il m'a rasé la tête de force parce que j'avais ramené de mauvaises notes. 2 fois. Donc, il n'aurait pas tué son père pour de l'argent. À vérifier quand même. L'enquête ne fait que commencer. Et Melvin alors, du haut de ses 17 ans, pourquoi est-ce qu'il a accepté de devenir le bras armé de son copain Ken? Ça, c'est plus tard, aux experts psychiatres, qu'il va le dire. Je sais pas, docteur. J'avais, comment dire, j'ai pas beaucoup d'admiration pour lui. De l'admiration. D'accord? C'est-à-dire, pas... Je l'aimais bien, quoi. Tu l'aimais bien? Ou tu l'aimais tout court? Est-ce que j'étais amoureux de lui? C'est ça que vous voulez dire? Oui. Peut-être. Peut-être. Enfin... Oui. Oui, je crois. Melvin a accepté de devenir le bras armé de Ken parce qu'il était amoureux de lui. À 17 ans. À part ça, il souffre de troubles de l'attention, TDAH. C'est une vraie maladie, c'est pas une fantaisie. Et d'ailleurs, il prenait des médicaments pour ça. Médoc qu'il a arrêté de prendre au début du confinement. Ce qui l'a placé dans une forme d'instabilité, au bout de laquelle il a tué le père de son copain dont il était secrètement amoureux. Ajoutez à cela les promesses que lui aurait faites Ken d'une vie facile avec de l'argent. Melvin est un meurtrier et même un assassin. Mais disons qu'on peut lui reconnaître des circonstances atténuantes. On verra ce que dira le juge. Et maintenant, penchons-nous sur le cas de Ken qui a 15 ans et qui demande à un de ses copains de tuer son père. Parce que son père le martyrisait ou parce qu'il voulait vivre comme un prince de la petite fortune de son papa. Les parents de Ken ont divorcé quand il avait 6 mois. En gros, il ne les a jamais vus ensemble. Le juge a confié sa garde à la mère, qui a fini par se recaser et par faire un 2e enfant avec son nouvel amoureux. Et Ken, c'est assez classique, détestait son beau-père. Et du coup, pour compenser, sa mère s'est mise à le surprotéger, à le gâter. Oh ben, c'est vrai que je voulais compenser, vous comprenez? Alors je lui ai acheté tout ce qu'il demandait. Des vêtements de marque, une console, des jeux vidéo, tout ce qu'il me demandait. À côté de ça, ça n'allait pas du tout à l'école. Mauvaise note, mauvais comportement, bagarre dans la cour. Ken est devenu un enfant ingérable. Alors quand il est entré en 6e, les parents d'un commun accord ont décidé de le mettre en internat. Mais il s'est fait virer. Et donc, il a été décidé que c'est son père qui en aurait désormais la garde. Tout ça, 3 ans avant le crime. Et son père lui a serré la vis, que voulez-vous, mais c'est pour ça qu'on avait pris cette décision tous les deux, pour tenter de le remettre sur le droit chemin. Et donc, il lui confisquait sa console de jeu, il lui confisquait son portable, il le privait de sortie. Et Ken n'a pas accepté cette autorité paternelle. Il est devenu totalement ingérable. Et puis il s'est mis à picoler. Et puis il s'est mis à fumer des pétards dès le matin sur le chemin du collège. Ken était complètement à la dérive. Sur sa page Facebook, on le voit une fois avec un couteau à la main, commentaire, voilà mon nouveau joujou. Et une autre fois, 3 mois avant le crime, avec un revolver à la main. Un revolver, l'arme du crime. À ce stade, il reste encore quelque chose à éclaircir. Qui a eu l'idée du crime? Ken
pour se débarrasser d'un père qu'il juge tyrannique et ramasser au passage l'héritage? Ou Melvin, qui aurait suggéré d'être le bras armé pour partager l'héritage? C'est l'exploitation du portable des deux gamins qui répond à cette question. Depuis des semaines, Ken harcelait Melvin pour qu'il passe à l'acte. Mais Melvin n'était pas son premier choix. 1 an avant le meurtre, alors qu'il avait 14 ans, il a écrit à d'autres copains sur des feuilles qu'on a retrouvées dans sa chambre. Si vous le tuez, vous aurez 2000 €. Et il n'y aura pas de problème avec les condés. L'important, c'est qu'il meure. Mais un par un, tous refusent. Alors il augmente le montant du contrat. Et à Melvin, il promet la moitié de la valeur de la villa. Il s'est renseigné. Elle vaut 460 000 €, donc il lui offre 230 000 € pour tuer son père. Il est là, le vrai moteur du crime. L'argent. Ken voulait mettre la main sur la fortune de son père et vivre comme lui, en rentier, pépouze. Et il a réussi à entraîner Melvin dans ce projet fou. En plus, Ken, il m'avait dit qu'on irait vivre tous les deux en Belgique et que pour gagner plus d'argent, on se lancerait tous les deux dans le trafic de drogue. Melvin aussi a fait ça pour l'argent. Et aussi parce qu'il était secrètement amoureux de Ken. Puisqu'ils avaient respectivement 15 et 17 ans au moment du crime, ils sont jugés tous les deux dans le cadre de la justice des mineurs. Normal. Mais séparément. Ken comparaît en mai 2022 devant le tribunal pour enfants de Draguignan. D'un bout à l'autre, il maintient que son père le maltraitait. Mais à la fin, il est condamné à la peine maximum. 15 ans de réclusion criminelle. Melvin, lui, parce qu'il est le tueur, est jugé devant la cour d'assises des mineurs de Draguignan. Et parce qu'il était malade et qu'il avait arrêté son traitement, les experts psychiatres lui accordent une altération du discernement. Ce qui fait qu'à la fin, il prend 12 ans. 3 ans de moins que Ken, alors que c'est lui qui a tué. Dans cette affaire, le tueur est moins lourdement condamné que le commanditaire. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne vous ai pas donné le nom du père? Eh bien, c'est parce que Ken porte le même nom et que la justice nous interdit de donner le nom et même le prénom d'un mineur criminel. Ken ne s'appelle pas vraiment Ken et Melvin ne s'appelle pas vraiment Melvin. Alors j'aurais pu jouer les faux culs et vous donner le nom du père et pas celui du fils, mais j'ai pas voulu. Parce que je crois profondément qu'un mineur a droit à une deuxième chance. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté le meurtre en 2020 à Draguignan d'un père de famille prénommé Sylvain, tué à l'initiative de son fils de 15 ans, que j'ai appelé Ken, par l'un de ses copains âgés de 17 ans, que j'ai prénommé Melvin, conformément à la loi qui nous interdit de donner le nom et même le prénom d'un meurtrier mineur. Et c'est avec l'avocat de Melvin, maître Laurent Latapie du barreau de Draguignan, que je débriefe cette histoire. Vous étiez, maître Latapie, l'avocat de celui que j'ai appelé Melvin, qui est donc l'auteur du coup de feu mortel. Je vais juste vous demander de l'appeler comme moi, Melvin. Vous êtes d'accord? Bien sûr, avec plaisir. Oui, bien sûr. Elle est juste, cette loi qui protège les mineurs. Et il faut quand même, oui, effectivement, il faut les protéger, malgré les actes qu'ils peuvent commettre. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de rebondir dans l'anonymat du crime qu'ils ont commis, quoi. Le droit pénal du mineur est assez protecteur, quels que soient les faits qu'on peut leur reprocher. Et l'objectif, c'est de leur permettre à un moment donné de se réinsérer. Alors, ce que disent les deux verdicts est intéressant. Le fils que j'ai appelé Ken, qui s'appelle pas Ken, et qui est donc le commanditaire du meurtre, prend plus que votre client, Melvin, qui pourtant est celui qui tue. Est-ce que ça vous paraît juste, ce hiatus de 3 ans, 15 pour Ken, 12 pour Melvin? Je trouve pour ma part que les décisions qui ont été rendues sont parfaitement justes. Il est vrai qu'il y a un écart important, mais cet écart, il est double. Il y a l'écart de condamnation, mais il y a aussi l'écart d'âge. Car finalement, c'est Ken qui est le plus jeune, qui n'a que 15 ans, qui finalement est le commanditaire de ce crime, et qui est, je pense, plus torturé, plus tourmenté, plus machiavélique que finalement Melvin, qui a lui déjà 17 ans et qui est quasiment en train de flirter avec la majorité.
Il a en vérité 17h30. Oui, tout à fait. Donc il est juste de ne pas les condamner à la même peine. Je pense qu'il faut sortir des clichés classiques. L'âge n'est pas le critère d'innocence. Et quand on voit les deux personnages mis côte à côte, on a effectivement deux personnages complètement différents. C'est-à-dire ? Je pense que Ken est beaucoup plus tourmenté, il est beaucoup plus machiavélique, beaucoup plus manipulateur. Il a une part d'ombre et de noir en lui qui est palpable. Alors que Melvin, qui a cette fragilité psychologique, est déjà plus simple dans son approche psychologique, affective, émotionnelle. Il est plus basique, il a moins cette capacité de voir le mal, d'être manipulateur, alors que Ken a ça en lui, ça se ressent clairement. Oui, c'est ça, Ken, il est manipulateur. Et pas que sur ce coup-là. Ah non, il a toujours, enfin, les éléments du dossier montrent bien qu'il a été, c'est un fin manipulateur. C'est un garçon qui est très difficile à gérer. Il a déjà mis en difficulté sa maman, qui a du coup n'a pas eu d'autre choix que de confier à son père, Sylvain. Sylvain a eu toutes les peines du monde à essayer de communiquer pour le porter sur une éducation constructive. Les compagnes de Sylvain, qui effectivement a fait sa vie, il y a eu Séverine, mais il y a eu une autre compagne avant, la compagne d'avant, avait peur de Ken. C'est l'expertise psychiatrique qui accorde à Melvin une atténuation de responsabilité au regard de sa maladie, qui fait la différence. Ou c'est plus que ça ? Je pense que c'est plus que ça. C'est d'abord, effectivement, Melvin a une petite fragilité psychologique. Il a accentué avec ce Covid parce que du coup, il était beaucoup moins suivi. Il a à un moment donné décroché son traitement. Et il a, cette simplicité d'esprit et cette incapacité à dire non que Ken a ressenti. Que Ken, même s'il est plus jeune, a su exploiter à travers plusieurs épreuves un peu tests dans lesquelles il a pu voir qu'il était facilement manipulable et il a amené petit à petit, là, il voulait la voir. Et au début, Melvin a résisté en disant « mais non, je ne le ferai pas ». Et plusieurs fois, il a rattaqué pour pouvoir le convaincre de le faire jusqu'à ce qu'à la fin, Melvin a amené petit à petit là où il devait aller, a craqué et a dit « je le fais ». C'est-à-dire que Ken, à 15 ans, il est suffisamment manipulateur pour sentir que Melvin, et il ne sait pas qu'il est amoureux de lui, on est d'accord, que Melvin peut faire ce qu'il va lui demander. Je pense pas que effectivement Ken avait compris que Melvin avait des sentiments pour lui sur un terrain plus affectif, plus amoureux, mais il avait compris qu'il était manipulable et qu'il l'a amené au fur et à mesure à vouloir comprendre en se présentant lui-même comme victime de son père, mais on verra dans le dossier que finalement son père ne l'a jamais violenté, pour justement donner un motif à Melvin de faire quelque chose de juste. Son père n'a jamais violenté Ken. Le coup, par exemple, de il m'a rasé 2 fois parce que j'avais des mauvaises notes à l'école, c'est faux. Non, c'est clairement des approches inventées de toutes pièces par Ken, qui a voulu présenter un décor qui n'est pas du tout la réalité. Ça, c'est Séverine, évidemment, qui le dit, que tout ça est faux. Oui, tout à fait. Elle vient confirmer 2 choses. Premièrement, que Sylvain n'a jamais violenté son fils, qu'au contraire, il s'est battu pour essayer de donner une éducation porteuse, et qu'à l'inverse, que c'était Ken qui était une vraie difficulté, parce qu'il était difficile, résistant, agressif, et qu'il était dans la manipulation, dans le mépris de son père, et qu'il le mettait en difficulté de longue. Alors évidemment, la question, c'est comment ces 2 adolescents sont devenus des meurtriers ou des complices de meurtre. De ce que vous avez compris, qu'est-ce qui a fait de Ken, le fils de Sylvain, l'organisateur du meurtre de son père ? Il n'avait pas ça dans les gènes. Je pense que c'est la question sans réponse de ce dossier. Parce que, aussi bien dans le cadre de son propre procès que dans le cadre du procès de Melvin, il n'a jamais été en mesure de prendre la parole, ou le courage de prendre la parole, pour dire pourquoi il l'avait fait. Mais à travers toutes ces fausses déclarations dans lesquelles il était violenté, ou autre, on voit bien quand même qu'il avait une idée à la tête, et j'ai été moi interpellé par un des rapports d'un psychiatre qui disait que finalement cet enfant, qui est quand même animé par une certaine noirceur en lui, avait quasiment transposé l'amour qu'il pouvait avoir pour son père, à l'amour qu'il pouvait avoir pour l'argent de son père. Et finalement, comme il était concentré sur le patrimoine de son père, qui était pour lui une source de confort et de vie facile, finalement, son père était devenu déjà subsidiaire à ses amours, n'était plus la pièce maîtresse, mais en plus presque devenu un obstacle.
et que du coup c'était l'obstacle à éliminer pour rentrer en phase avec l'amour véritable qui pour lui était finalement le patrimoine de son père. Parce qu'il y a quelque chose que je suis pas sûr que les gens aient compris, mais donc on trouve dans la chambre de Ken des documents, des feuilles de papier qui remontent à 1 an plus tôt et qui démontrent que ça faisait 1 an qu'il cherchait en quelque sorte un tueur à gages pour tuer son père. Et ces feuilles de papier étaient de vrais contrats. Alors, la particularité de cette histoire, c'est qu'effectivement, non seulement au moment des faits, Ken avait 15 ans, mais il avait déjà dans son cartable des contrats qu'il avait remplis à la main et qu'il présentait à ses petits collègues de classe pour effectivement les convaincre de tuer de sang-froid son propre père. Et c'est justement lorsque la perquisition a été faite quelques instants après les faits que l'un des policiers a eu son attention attirée par le fait qu'il a vu justement Ken prendre un petit bout de papier et le mettre à la poubelle. Et c'était un des contrats qu'il avait essayé de dissimuler. Mais ce qui est incroyable, c'est que du coup, ça veut dire que cette volonté de tuer son père, elle n'était pas déjà née à 15 ans, elle était née déjà avant cela, peut-être à 14 ou même encore avant. Et il n'y a pas un des copains qui le dénonce? On pourrait penser que des copains de classe vont le dénoncer, mais la présentation est tellement hallucinante, tellement incroyable, tellement hors de la réalité que personne va se dire que c'est une réalité possible en fin de compte. Il y a un truc aussi qui est assez choquant et saisissant, c'est ce message qui se termine par mort de rire. C'est-à-dire que il y a un énorme décalage entre la manière dont il présente les choses et la gravité de ce qui va se passer. Je pense qu'il va comprendre la réalité des faits lorsque le coup sera parti et que Melvin sera mouche sur ce pauvre Sylvain. Et là, je pense qu'il va effectivement comprendre qu'il a commis l'irréparable, parce que juste comme à cet instant précis, Ken va être particulièrement concentré sur le fait de convaincre Melvin de le faire, et Melvin va tenter plusieurs fois de s'échapper. Il va même plusieurs fois le bloquer au téléphone parce qu'il en a marre de cet harcèlement dans lequel il lui dit vas-y, tue mon père. In fine, il va le faire, mais jusqu'au dernier instant d'ailleurs. Jusqu'au dernier instant, ils vont se retrouver sur une sorte de petit banc devant la piscine où Melvin lui dit mais je pense pas qu'il faut le faire, je pense qu'il faut pas faire ça. Et Ken va encore le retravailler au corps pour qu'il le fasse jusqu'à ce que Melvin se lance, tout seul d'ailleurs, parce que Ken ne le suivra pas, dans le garage où effectivement Sylvain fait son sport pour la battre. Mais c'est quoi son moteur à Melvin, puisque c'est quand même lui qui appuie sur la détente, Sylvain est de dos, enfin faut le faire un truc pareil. Lui son moteur c'est quoi? L'amour, l'argent, ou le fait qu'il est complètement paumé dans la vie? Je pense que c'est un garçon paumé, je pense que c'est un garçon qui est effectivement en fragilité psychologique, c'est un garçon qui a une certaine simplicité d'esprit, c'est un garçon qui ne sait pas dire non. Et quand on est travaillé au corps pendant des semaines et des mois par Ken, et ben à un moment donné, cette réalité qui consiste à faire quelque chose fait que le caractère un peu désinhibé de Melvin fait qu'il va le faire. Il va rentrer et il va le faire tout aussi naturellement que tout à chacun ira acheter une baguette de pain. C'est aussi ça, sa fragilité psychologique. C'est aussi d'être capable de faire quelque chose d'incroyable que personne ne ferait normalement, mais que lui ferait comme si on achetait une baguette de pain. Ça a été facile pour vous, son avocat, de faire comprendre au juge qu'il avait donc une maladie, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité sont des maladies psychiatriques qui portent un nom qui n'a pas de sens, c'est-à-dire qui les rendent ordinaires, alors qu'en fait ce sont de vraies maladies. C'est un peu comme bipolaire, ça passe pour une expression ordinaire, alors qu'en vérité c'est une maladie. Ça a été facile de faire admettre au juge qu'il y avait ce bémol-là à sa responsabilité. Alors, j'aurais tendance à répondre oui et non. Non, parce qu'effectivement, c'est une fragilité psychologique, c'est un monde difficile à comprendre et à connaître. Et on a du mal à comprendre quand même pourquoi cette fragilité serait un motif d'exonération de responsabilité ou d'atténuation de responsabilité par rapport à l'horreur du crime. Mais inversement, oui, parce que ce soit dans la première audience pour Ken, avec une composition particulière spécifique aux droits des mineurs, ou encore à la cour d'assises des mineurs de Melvin. Ce qui a été intéressant, c'est que dans les deux cas, on a vu les deux antagonistes ensemble. C'est-à-dire que Melvin est allé au procès de Ken est allé au procès de Melvin, et quand on les voit tous les deux, on voit qu'il y a une noirceur bien marquée, une présence, un aura, qu'a Ken
Alors que Melvin, on sent beaucoup plus cette fragilité, cette simplicité d'esprit qui fait qu'il y a immanquablement un écart profond entre les deux personnages. Pour terminer, donc à l'âge de 17 ans, votre client est condamné à 12 ans de prison. Ken, à 15 ans, prend 15 années. Ils feront pas la totalité de leur peine, on est d'accord, loin de là. C'est le principe de la justice des mineurs. On n'est pas dans l'application de la justice des majeurs. Tout à fait, il y a une approche de réinsertion, déjà une diminution de la peine, parce qu'effectivement, ce sont des jeunes mineurs. Pour ma part, moi je sais que Melvin, quand la décision a été rendue avec une condamnation à 12 ans, il n'a pas souhaité faire appel parce qu'il a considéré au fond de lui que cette condamnation de 12 ans, c'était une peine juste par rapport au crime qu'il avait commis. Et il est déjà dans une approche de réinsertion, de repositionnement professionnel, où il va peut-être embrasser des professions de la santé pour justement pallier peut-être le fait d'avoir tué quelqu'un. Donc il fera pas 12 ans, il fera même pas 6. La moitié. Un peu plus, parce que je pense qu'il fera un peu plus quand même, parce que la réinsertion, s'il y a des mesures d'aménagement qui sont faites, on va quand même un peu pousser les détenus à montrer patte blanche et à montrer qu'ils sont vraiment dans la volonté de se réinsérer correctement. Je vous remercie infiniment, Maître Laurent Latapie du barreau de Draguignan, d'avoir accepté ce débrief. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.